Le 6 juillet 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger décidaient d'un commun accord de quitter l'espace communautaire de la CEDEAO. Depuis, la voie diplomatique est grippée et c'est l'impasse. Face à cette situation, les membres de l'Union, des ressortissants des États membres de la CEDEAO résidant en Côte d'Ivoire, demandent à travers une déclaration de donner une chance à la paix dans la sous-région. Plus de boue, plus de nids de poules, ni de flaques d'eau à la zone industrielle de Yopougon. Les travaux de réhabilitation et d'entretien de la zone industrielle de Yopougon sont à 95% réalisés. C'est le constat fait du directeur général de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles SOGEDI. Une délégation de l'état-major interarmé du Zimbabwe a effectué une visite au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG afin de s'inspirer du modèle ivoirien en matière de bonne gouvernance. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République de Côte d'Ivoire et celle du Zimbabwe. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de choisir la télé utile Business 24 Africa pour vous informer. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé le 6 juillet 2024 la création de la Confédération des États du Sahel et leur retrait de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une situation qui inquiète l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO résidant en Côte d'Ivoire, l'UREM-CEDEAO. Elle a donc donné son point de vue sur la situation politique en Afrique de l'Ouest, appelant à l'occasion les dirigeants de l'AES et de la CEDEAO à se rencontrer pour donner une chance à la paix. Écoutons la déclaration lue ce jeudi 1er août 2024 à Abidjan par le président de l'UREM-CEDEAO, Sékou Kaba. L'UREM-CEDEAO, soucieux d'éventuelles conséquences socio-économiques sur nos populations, demande des engagements fermes de part et d'autre à l'assouplissement des différentes décisions, tout en tenant compte des acquis obtenus depuis près de 50 ans de l'existence de notre organisation commune. Nous avons vécu et condamné avec amertume, par des points de presse, la prise de différentes terribles sanctions contre ces pays du Sahel, contre ces populations avec des effets collatéraux sur tous les pays de notre espace communautaire. L'UREM-CEDEAO, engagé pour la paix, l'intégration des peuples, la cohésion sociale et la défense des intérêts de la population, ne saurait assister pacifiquement à l'éclatement, à la division de l'Afrique, la souffrance de la population et l'aggravation de la pauvreté sans rien dire. L'UREM-CEDEAO est très inquiet de cette prise de décision de sortie de la CEDEAO des pays de l'AES. Souhaite rapidement une rencontre avec les dirigeants de la Confédération du Sahel et ceux de la CEDEAO pour trouver maintenant et tout de suite des solutions. Premièrement, à l'apaisement des langages par la suppression de toutes les menaces, la signature des accords pour la défense des intérêts des populations, à la sauvegarde des économies, la quiétude sociale et la paix. Des rencontres au plus haut niveau des différents dirigeants de la Confédération de l'AES et de la CEDEAO, avec l'implication absolue de la population, qui est totalement oubliée dans toutes les prises de décision. Or, c'est elle la victime. On parle également de libre-échange continental dans cette édition avec la ZLECAf. Le comité national de la ZLECAf et les acteurs du commerce électronique étaient en atelier à Abidjan. Au cours de ces 2 jours d'activité, il s'est agi d'examiner le projet du protocole 1.0 des annexes et de recueillir les observations des acteurs du commerce pour dégager une position claire de la Côte d'Ivoire. Suivez les éclairages de Mondésir Nascimento. C'est un atelier de 2 jours initié par le comité national de la ZLECAf. 3e du genre, il a rassemblé le secteur privé, notamment les acteurs du commerce électronique. L'objectif est d'examiner le projet de protocole 1.0
des ANESC et de recueillir les observations des acteurs du commerce pour dégager une position claire de la Côte d'Ivoire. En plus de ces discussions, il sera abordé entre autres les règles d'origine, les transferts transfrontaliers de données, les identités numériques, la sécurité et sûreté en ligne et les technologies émergentes et avancées. Aujourd'hui marque la 3e consultation nationale qui a été suggérée d'ailleurs par le secrétariat général de la ZLECAf au niveau continental pour que les pays puissent consulter leurs différents secteurs afin que ceux-ci puissent donner leurs observations, donner leurs préoccupations en vue d'amender le protocole qui va être finalement adopté pour tous les 55 États de l'Afrique. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine Anneau, a souligné la montée en puissance du commerce électronique avec une augmentation de 25% en 2023, soit un chiffre d'affaires total de 500 millions de dollars. Pour soutenir cette croissance, le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs initiatives, notamment l'extension de la couverture Internet haut débit, la promotion des start-up technologiques et la mise en place d'un cadre réglementaire favorable aux transactions numériques. Ces mesures visent à renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises dans le commerce en ligne. C'est pourquoi je voudrais inviter tous les acteurs du secteur du numérique en Côte d'Ivoire à travailler en synergie afin de créer un environnement propice à l'innovation. Les travaux se dérouleront en plénière pendant 2 journées. Chaque année sera présentée selon les objectifs et les points d'attention, à l'effet de recueillir les observations des parties prenantes nationales sous forme d'analyse, de commentaires et de suggestions. La Société de gestion et de développement des infrastructures Sogedi a réhabilité les infrastructures routières de la zone industrielle de Yopougon. Au terme des travaux, le directeur général Mamadou Diomandé a effectué une visite de terrain pour apprécier la qualité des travaux. On en sait un peu plus avec Diekou de Silva et Philippe Zabou. Nous sommes à Yopougon, zone industrielle. En ces lieux, depuis quelques mois, plus de rues. Il y a eu drainage des caniveaux et ceci après que la Société de gestion et de développement des infrastructures Sogedi est engagé des travaux de décapage et de remblai, puis de bitumage de 5 km de route. La réalisation des ouvrages de drainage et d'assainissement ont donné fière allure à la zone industrielle de Yopougon. À maintes reprises, même notre clôture a dû céder par la suite des intempéries et nous avons plusieurs fois reconstitué la clôture. Cela a constitué des coûts énormes pour notre structure. Aujourd'hui, nous pensons que la qualité de ces travaux-là viendra résoudre un peu cette problématique-là. Et nous espérons que nous serons épargnés de toute situation catastrophique. Et la première personne satisfaite de la qualité des travaux n'est autre que le directeur général de la Sogedi. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que l'entreprise qui a eu le marché a pu réaliser les travaux en qualité et dans les délais. Et vous êtes là devant le dernier élément qui va clôturer le marché, notamment le collecteur, les bassins. Il y a 2 bassins ici qui viennent régler vraiment une problématique majeure parce que ces voies-là étaient généralement inondées quand il y avait la pluie. Et donc aujourd'hui, je pense qu'avec les travaux qui sont réalisés, nous venons de résoudre un gros problème. La zone industrielle de Yopougon est l'une des plus grandes zones industrielles de Côte d'Ivoire. Elle compte environ 400 entreprises et est bâtie sur une superficie totale de 469 hectares. Avec la fourniture et la mise en œuvre de graveleux latériques, la pose de buses en béton armé, la Sogedi a offert aux entreprises de la zone industrielle de Yopougon un cadre agréable de travail. En actualité, le conseil d'administration de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire a tenu sa première réunion de travail au sein de son siège. Cette rencontre aura permis la nomination de son directeur général en prélude au démarrage effectif et imminent de ses activités. Les jours à venir verront l'adoption d'un plan d'action stratégique pour le bon fonctionnement de la mutuelle. Le reportage de Fulgence Canon, Ézéchiel Seri est commenté par Mondésir Nascimento. Touré Lassine, c'est le nouveau directeur général de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Il a été nommé au cours de la première session du conseil d'administration de la dite mutuelle.
Cette mutuelle naissante est un ouf de soulagement pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Elle va insuffler un souffle nouveau aux activités et au bien-être de ses adhérents. Et donc la mutuelle des commerçants, qui est une mutuelle, donc je dirais une organisation associative d'entraide et de solidarité, bien évidemment, qui n'est pas assujettie à des règles donc, de dividendes à produire, des bénéfices à produire, eh bien, trouvera matière à aider, à renforcer donc le système de sécurité sociale mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Avec la mutuelle, les commerçants de Côte d'Ivoire disposeront désormais d'une protection sociale, d'une assurance maladie et d'une retraite assurée. Le ministère du Commerce et de l'Industrie apporte tout son soutien institutionnel à la mise en place de cette mutuelle depuis le mois de mai 2024. Nous, en tant qu'agents de l'État, ministère du Commerce, agents fonctionnaires, nous avons une protection sociale. On nous accompagne depuis notre entrée à la fonction publique jusqu'à notre sortie. Ça n'existait pas pour les commerçants, pendant qu'ils ont contribué à hauteur de plus de 10% à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les commerçants sont très nombreux. C'est une masse, lorsque cette masse sera prise en compte entièrement dans leur activité, ça permettra de dynamiser leur activité. Avec la création de cette mutuelle, aujourd'hui nous disons Dieu merci et nous profitons pour remercier toutes les autorités, à commencer par le président de la République. La prochaine session du conseil d'administration va statuer sur la feuille de route de la direction générale, c'est-à-dire du 1er au 31 décembre 2024 à travers la mise en place de la structure. Parlons de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe. Une quarantaine de cadres de l'état-major des armées de la République du Zimbabwe étaient en visite ce mardi 30 juillet à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Une visite qui avait pour objectif de permettre au Zimbabwe de s'inspirer des méthodes déployées par l'État de Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Les explications de Walter Kofi et Tima Traoré. En quête d'une meilleure gouvernance, le Zimbabwe décide de s'imprégner du modèle ivoirien. 31 cadres de la 37e Cour d'état-major interarmée de la République du Zimbabwe a investi les locaux de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, chaleureusement accueilli par Epiphane Balobi, président de l'institution, qui a souligné l'importance de cette rencontre qui contribue à renforcer les liens de coopération entre les deux pays et participe à des échanges de bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Comprendre les réalités des autres pays, comprendre les mécanismes mis en place ailleurs pour mieux aider en tout cas vos apprenants, vos stagiaires à appréhender toutes leurs fonctions. Donc ça, c'est un modèle qui nous inspire. La corruption est un fléau pour l'état de droit, est un fléau pour la paix, la sécurité, et c'est important que les militaires que vous êtes s'intéressent à comment vous organisez pour mieux comprendre le phénomène et lutter contre la corruption. Le chef de la délégation zimbabwéenne a exprimé sa gratitude pour l'accueil et a souligné l'importance d'une formation ouverte sur les questions de développement et de lutte contre la corruption. Il a affirmé que cette visite permettrait de partager des connaissances et des expériences précieuses. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir appris, de voir que dans beaucoup de situations, il y a des entités qui travaillent à éradiquer la corruption. Je sais que cela n'est pas seulement lié à la corruption parce que la bonne gouvernance implique aussi d'autres réalités. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République du Zimbabwe. Elle s'est achevée par des échanges fructueux et la promesse de maintenir un niveau de collaboration. La page santé à présent allié le lancement des travaux de construction des 3 échangeurs sur le boulevard Germain Kofi Gado
ex-boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody et sensibiliser les travailleurs de l'entreprise chinoise contre le sida. C'est la stratégie adoptée par cette entreprise et l'ONG internationale pour la promotion de la santé et des droits humains. Une manière de sensibiliser et barrer la route au VIH-Sida. Djekou de Silva et Philippe Zabo nous en disent un peu plus. Ils étaient tous là, les travailleurs de l'entreprise chinoise Shimizu Toa IT, pour cette campagne de sensibilisation contre le sida. Une occasion pour les responsables de l'entreprise chinoise exécutant les travaux de construction des 3 échangeurs sur le boulevard Germain Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand, dans la commune de Cocody, de dire que les travaux avancent bien. So now people living here is increasing. So there is a problem that, Il est clair qu'on fait face à des imprévus qui initialement devaient être résolus, mais l'entreprise est en train de faire mains et pieds pour pouvoir respecter le délai prescrit dans le contrat. Lequel projet comprend le 4e pont d'Abidjan, l'autoroute de Dabo, l'autoroute de la prison civile, la voie de contournement appelée communément Y4 et les 3 échangeurs sur le boulevard Kofi Gado sur lequel nous sommes présentement. Au-delà des infrastructures que l'État met en place pour fluidifier le trafic et alléger la souffrance des populations, il est également important d'accompagner cela avec des campagnes de sensibilisation au VIH-Sida. Donc la journée d'aujourd'hui, effectivement, consiste, comme on l'a fait sur les autres projets, à accompagner ce projet de construction des 3 échangeurs avec une campagne de sensibilisation au VIH-Sida. Pour l'ONG internationale pour la promotion de la santé et des droits humains, il faut nécessairement sensibiliser les agents sur les mesures empêchant la transmission du VIH-Sida. Nous avons été sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres restreint pour pouvoir assurer le volet social des activités des 3 échangeurs sur le boulevard Kofi Gado. Donc, l'une de ces activités, c'est les campagnes de sensibilisation sur les IST VIH-Sida. Comme vous le savez, le VIH-Sida a un impact négatif sur le rendement des travailleurs. Donc il est important de pouvoir les sensibiliser afin que, une fois en bonne santé, nous puissions terminer dans le délai les travaux qui ont été confiés à l'entreprise STJ. C'est désormais un challenge pour les responsables de l'entreprise Shimizu Toa IT de promouvoir une large sensibilisation pour prévenir les travailleurs et les populations sur les dangers du VIH-Sida. Le personnel est invité à faire son test de dépistage du VIH pour connaître leur sérologie. Parlons de l'insertion professionnelle des jeunes à présent. Pendant 12 mois, l'association Carrefour Jeunes a formé 100 jeunes de 18 à 35 ans au métier d'agent d'hygiène et de la propreté, et ce, dans le cadre d'un projet dénommé AFIP Jeunes. 12 mois après, c'est la fin du projet, mais avant les au revoir, les différents jeunes formés ont reçu leur certificat de fin de formation et quelques conseils avisés pour la vie professionnelle. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce compte-rendu de Issa Badini et Tima Traoré. À tour de rôle, chacun reçoit ici son certificat, fruit de plusieurs mois de formation aux bonnes manières et au maniement des outils de nettoyage et d'hygiène. Vraiment, les formateurs nous ont bien formés. Bon, j'ai appris, il n'avait jamais vu ma auto-laveuse de mes yeux, vraiment. Mais j'ai vu, j'ai touché, je maîtrise aussi. Ceci est la conséquence de la collaboration entre l'association Carrefour Jeunes et Invest for Job avec le concours du GIZ dans le cadre du projet AFIP Jeunes. Entendre par là appui à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes au métier d'agent d'hygiène et de la propriété. Lesquels projet a permis de former 100 jeunes de 18 à 35 ans avec une majorité voulue des femmes. On aurait aimé avoir 90% d'insérés, mais comme je l'ai dit, on est dans un processus. On a 38 jeunes qui sont insérés avec un grand nombre de femmes, ce qui est aussi un plus pour nous parce que, comme je l'ai dit, nous sommes engagés dans une question d'inclusion et donc de faire en sorte que les femmes soient mises en valeur et qu'elles puissent s'autonomiser à travers un emploi. La formation devait se tenir sur 10 mois et elle s'est focalisée sur la formation technique naturellement et en plus de ça soft skills puisque ça va dans la claire vision de Carrefour Jeunes. Sans jeunes formés, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la demande. Mais à Carrefour Jeunes, on espère que le projet AFIP fera des émules.
Chacun à son niveau dans ce pays peut essayer de voir ce qu'il peut faire pour justement cette jeunesse qui pâtit. Parce que la question de l'employabilité dans notre pays est très cruciale. Cette cérémonie de remise des certificats de fin de formation est aussi celle qui met fin au projet qui aura duré 1 an. Un autre s'engage dès à présent, celui d'insérer la totalité des 100 nouveaux certifiés qui pour l'instant n'est qu'à 40% de taux d'insertion. Le garba est le plat ivoirien le plus populaire, cela ne fait pas de doute. Depuis quelques mois, le premier Garbadrome de Paris a ouvert ses portes. Garba Show, c'est son nom, a déjà commencé à conquérir des cœurs et compte devenir le nouvel ambassadeur culinaire de la Côte d'Ivoire en France. Faisons le tour du propriétaire en compagnie de Diane Hélène Cablancan qui nous fait découvrir le Garba Show de Paris. Le Garba a déposé ses valises en France. Garba Show, le premier Garbadrome Show de Paris, situé à Vitry-sur-Seine, 175-183 boulevard de Stalingrad, 94 400, vous attire par l'odeur du poisson thon qui embaume toute la rue. Ce plat populaire ivoirien à base de semoule de manioc, appelé atiéké, est désormais disponible à Paris. Il fallait y penser, vu qu'environ 130 000 Ivoiriens vivent dans la région parisienne. Bienvenue au Garba Show, le premier Garbadrome de la France et de toute l'Europe. Ici, on fait du 100% ivoirien, atiéké, poisson, poulet, aloko, tout ce qui va avec. L'atiéké au poisson thon ou encore au poulet frit, africain, asiatique ou européen, accueille ce nouvel ambassadeur de la culture culinaire ivoirienne. C'est plus 100% ivoirien, c'est un plat qui est vraiment dominant en ce moment. Il y a un peu de tout, il y a des asiatiques, il y a des blancs, il y a des arabes. C'est vraiment Garbadrome mix aujourd'hui, on va dire. C'est vrai qu'on est très à l'aise ici maintenant et j'aime beaucoup ça. Voilà. Au Garba Show, on peut manger sur place ou l'emporter chez soi. Mais ils sont nombreux ces Parisiens qui préfèrent se faire livrer à domicile ou sur le lieu de travail, nous révèle Alouya Nogo, manager du Garba Show. Vu le bon accueil réservé non seulement à la clientèle, mais aussi au plat ivoirien le plus populaire, le restaurant Garba Show compte s'étendre dans d'autres arrondissements de Paris et même dans toute la France. Un mot de l'environnement. Les chefs des 11 villages riverains du parc national d'Azani ont pris l'engagement d'accompagner l'OIPR dans la lutte contre les agressions de cette aire protégée. Cet engagement s'est traduit récemment à la mairie de Grand Laou par la signature d'une convention entre les deux parties. C'était en présence des sous-préfets de Grand Laou et de Toukourou. Contribuer à faire du parc national d'Azani une aire protégée, riche de sa biodiversité, c'est à quoi s'est engagé ces chefs des villages riverains. Un engagement matérialisé par une signature de convention avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui apporte son aide pour le développement de la localité. Malheureusement, cette faune demeure éprouvée par le braconnage, un fléau dont l'une des solutions pour les gestionnaires du parc s'oriente vers les chefs des communautés. Il vous engage à aider l'OIPR à protéger le parc. En retour, l'OIPR va intervenir dans le secteur socio-éducatif avec la réhabilitation de certaines infrastructures et aussi par sur les projets, les AGR, dont le bilan a été vraiment sombre ici. À travers cet accord qui vient renforcer la coopération entre les deux acteurs du parc national d'Azani, les chefs des communautés villageoises devront intensifier les actions de sensibilisation envers leur population sur les dangers du braconnage et l'intérêt pour la jeunesse de se tourner vers les activités génératrices de revenus et les infrastructures sociales de base installées par l'OIPR. Je voulais remercier les autorités de l'OIPR pour cette initiative, pour nous avoir associés à cette convention. Et je pense que cette signature de convention m'engage à tous les niveaux
me donne ma responsabilité pour faire le suivi de cette convention. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à toutes ces autorités coutumières qui nous ont gratifiés de leur présence effective, mais également des autorités administratives qui sont en fait des sous-préfets qui nous ont appuyés dans cette initiative et qui ont présidé cette séance de travail. De 2018 à ce jour, ce sont 9 villages qui ont bénéficié de 22 micro-projets et de 9 infrastructures sociales de base dont le coût d'ensemble s'élève à environ 100 millions de francs CFA. L'actualité à l'intérieur du pays, c'est aussi cette rencontre lors des Journées nationales des ressources humaines où les cadres dirigeants, directeurs et professionnels des métiers des ressources humaines se sont retrouvés à l'hôtel président de Yamoussoukro afin d'échanger sur les enjeux et les innovations liées à leur métier pour faire face aux défis professionnels présents et futurs. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette 11e édition des JNRH, dont le décryptage des thématiques d'intérêt commun propres à la fonction RH. Les précisions de Charles Kouakou et Marie-Christelle Zougueï. Ils étaient plus de 200 participants à prendre part à ces journées d'échange organisées par Expertise Locale, qui est une plateforme de réseautage, de partage d'expériences et de formation pour les acteurs et toutes les personnes qui interviennent sur la fonction des ressources humaines. Comme thématiques qui vont être abordées, il va s'agir de tandem DG-DRH, des défis du recrutement, de santé mentale, de formation, de compétences, d'intelligence artificielle, de recrutement, de gestion des équipes. Nous avons plus de 24 speakers qui vont intervenir durant cette 11e édition des Journées nationales des ressources humaines. C'est une agréable plateforme qui permet aux professionnels, aux experts de pouvoir s'exprimer sur les questions de capital humain. Une conférence inaugurale a été prononcée par 2 experts en la matière. Ce que nous avons dit, c'est que nous estimons que l'actif le plus important de l'entreprise, ce sont les ressources humaines, dans le capital humain. Et donc, ceci dit, le tandem entre le DG et le DRH va être l'essence même de la performance de cette entreprise. Une activité qui a eu le soutien du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Que le développement du capital humain est un facteur déterminant pour parvenir à une émergence rapide de notre pays. Les hommes et leurs caractéristiques uniques, à savoir leur qualité humaine, leurs valeurs morales, leurs talents, leurs compétences, sont ce qui enrichit réellement notre monde. Par conséquent, contribuons chacun à son niveau à la formation de notre jeunesse. Cette journée a donné lieu à un moment d'échange et de partage entre les directeurs des ressources humaines. En santé à présent, la sage-femme de Katogo, Booussou Nguessan Amenan Marté, a été célébrée le week-end dernier par les femmes de la localité. Occasion pour ces nombreuses femmes de reconnaître le travail bien fait de la sage-femme depuis son arrivée. Vous allez le voir en images après la célébration à 20 h. Un miracle s'est produit à la maternité, ce qui n'a pas échappé à notre correspondant régional, Daouda Ouattara. En service depuis un an dans le compte de l'État ivoirien, la sage-femme diplômée d'État, Booussou Nguessan Amenan Marté, s'est démarquée positivement par son travail bien fait, son accueil chaleureux, son écoute attentive et conseil à l'endroit des femmes enceintes du village de Katoko et environ, dans le département de Mbengue, région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui lui a fallu cette célébration par l'ensemble des femmes de Katoko et leurs époux. Ce 20 juin 2024, Dr Traoré Sungalo, fils et cadre du village, a félicité et encouragé la sage-femme. Voilà, donc si il y a une dame que l'État a envoyée et qui s'occupe bien des Katogo, que nous-mêmes les enfants des Katogo, et que l'occasion se présente pour qu'on vienne lui témoigner notre reconnaissance, déjà que nos mamans, nos grandes soeurs, nos petites soeurs, oui, nos filles, pour certains d'entre vous, ont commencé. Pourquoi moi, je vais rester en retraite de cela?
Ce que je peux dire pour la SAGE, c'est de continuer ainsi. Continuer ainsi, et c'est seul le travail qui peut amener quelqu'un à avoir des lauriers. Bénis le nom de Dieu, parce que c'est Dieu qui révèle les talents. C'est Dieu qui glorifie. Aujourd'hui seulement, je vais bénir le nom de Dieu pour tous ceux qui se sont déplacés. Ils sont venus m'honorer. Vraiment, ce n'est pas permis à tout le monde. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment leur dire merci. Je ne sais pas. Ces femmes-là, mes mamans, mes soeurs qui viennent à la maternité, ce n'est pas toi-même qui peux dire aux gens que tu es bien. Mais c'est ceux qui te fréquentent qui peuvent trouver vraiment la joie en t'accompagnant. Après la journée d'hommage à 20h45, nous avons assisté à la naissance des triplés par la sage-femme ainsi que des autres femmes. Ce qui démontre que la sage-femme de Katogo, Boussou Gessan Amena Marté, maîtrise son travail et doit être pris comme un exemple. L'actualité internationale en images à présent. L'État du Bénin a signé un accord pour reprendre la totalité des parts détenues directement et indirectement par le groupe bancaire français Société Générale dans sa filiale locale. Cet accord, qui devrait être finalisé en 2025, inclut également la reprise de la succursale togolaise. Le total bilan cumulé de la filiale béninoise et de la succursale togolaise, objet du projet d'acquisition, s'élève à 376 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2023. Toujours en images, en 2023, Ecobank est demeuré le premier groupe bancaire sur le marché de l'UEMOA où les filiales de banques marocaines occupent collectivement une position dominante. Le groupe basé à Lomé est ainsi premier en termes de parts de marché avec 9,5% et de bénéfices nets cumulés provisoires du secteur avec 15,3%. La position d'Ecobank est renforcée par sa filiale ivoirienne qui occupait fin 2023 la troisième position en termes de ressources dépôts collectés et figurait dans le top 5 pour le total de bilan et les crédits accordés à la clientèle. C'est avec cette information en images que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. C'est un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne utile Business 24 Africa. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions d'information. Au revoir.